Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière émission du Salon des ETA. On a encore plein de belles rencontres à faire et des innovations à découvrir. Alors sans tarder, on regarde tout de suite le sommaire. Je me trouve sur le parcours forestier du Salon des ETA. Là, j'ai rendez-vous avec Pascal chez FAE France. Bonjour Pascal, pouvez-vous me présenter FAE France ? Alors FAE France est une société basée à Grenay. Elle est constituée de 8 personnes. Nous avons pour vocation la distribution de tous les produits de la gamme FAE. Et nous sommes sur la distribution France et DomTom sur l'ensemble des produits. Pouvez-vous me présenter votre gamme ? Alors, la gamme se décline de différentes manières. Nous avons la gamme prise de force, donc avec des broyeurs forestiers, broyeurs de pierre et multifonctions, sur tracteurs de 50 à 500 chevaux. Nous avons une gamme automotrice sur chenille de 170 à 475 chevaux, ainsi qu'une gamme de broyeurs sur pelle et skid, donc sur pelle jusqu'à 35 tonnes. On voit beaucoup de nouveautés, de bons technologiques. Chez vous, les innovations, ça se traduit comment ? Alors, au niveau de la technologie chez FAE France, elle se décline de différentes manières. Nous avons une gamme de rotors de type bite limiter qui limite la profondeur de travail et qui permettent effectivement de pouvoir éviter le calage du rotor. Nous avons ensuite une deuxième technologie qui s'appelle la technologie sonique qu'on intègre sur maintenant une grande partie de la gamme hydraulique de FAE qui permet de travailler en permanence avec un débit maxi sur l'outil en fonction des capacités de la pelle ou du chargeur. Merci Pascal. Alors, les marques sont très nombreuses à innover sur le Salon des ETA. On va le voir tout de suite avec Amazon et sa nouvelle cuve frontale. Je suis en compagnie d'Emmanuel Lévesque, responsable produit pulvérisation Amazon. Emmanuel, bonjour. Bonjour Ludovic. Donc, nous sommes en face de la nouvelle cuve frontale FTP 1502. Donc, qu'est-ce qui diffère cette cuve frontale des cuves frontales qui existaient déjà dans la gamme Amazon ? Alors, dans la gamme Amazon, la partie cuve frontale est toujours donc couplée avec un pulvérisateur porté, avec dans l'idée d'avoir en fait toute la partie gestion des flux, des transferts de l'électronique depuis l'arrière pour avoir une cuve avant simple. Là, c'est un petit peu l'opposé dans le sens où c'est l'idée d'avoir avec cette FTP une cuve avant autonome prévue pour travailler avec différents matériels à l'arrière, avec une régulation, à pouvoir faire des coupures de tronçons et différents matériels comme bineuses, semoirs monograines, planteuses, voilà, des matériels divers et variés. Donc en plus d'une cuve frontale classique, qu'est-ce qu'on a comme équipement sur cette machine ? Donc on rend cette cuve autonome en faisant un petit pulvérisateur quelque part sans rampe. Donc on a une pompe à entraînement hydraulique, une pompe 160 litres minute. Et on a sur le côté de la machine une partie poste de commande avec les vannes d'aspiration, de refoulement. Une partie qui est dédiée à l'incorporation, à la préparation de la bouillie. Et puis, donc, suivant les versions, ici, on a une version avec ce que nous, on appelle un pack confort, c'est-à-dire la possibilité d'automatiser des arrêts de remplissage et des rinçages depuis la cabine. D'accord. Donc, je vois à l'avant, il y a une petite cuve pour le rinçage, ainsi qu'une marche. C'est pour accéder à l'incorporateur ? Voilà, exactement, je ne l'ai pas dit, mais pour en faire un pulvérisateur autonome, il faut une cuve de rinçage, donc il faut une cuve d'eau claire qui a été disposée à l'avant un peu en forme de pare-choc. Et puis on n'a pas la place de faire un vrai bac incorporateur, on va dire, comme on connaît ça classiquement sur un pulvé. Donc il y a un marchepied et c'est l'orifice du trou d'homme qui a été adapté avec une buse de rince-bidon, avec un tamis pour préparer directement la bouillie au niveau du trou d'homme finalement. D'accord. Et quelles sont les plages de dosage qui sont proposées sur ce pulvérisateur ?
Donc là, on peut aller de 5 litres minute à 150 litres minute au maximum. Donc via une régulation et donc un bloc d'électrovanne à l'arrière qui va pouvoir faire des tronçons. Donc à l'heure actuelle, on a de 2 à 6 tronçons possibles. On peut imaginer qu'il y en ait plus éventuellement pour d'autres applications à l'avenir. Et qui est un bloc de régulation qu'on va retrouver sur un de nos pulvés portés en fait. On n'a pas réinventé ce qui marche bien. Et donc avec cette plage de débit possible pour répondre aux différentes attentes, aussi bien en pulvérisation localisée sur le rang ou entre le rang qu'en fertilisation azotée. C'est un outil qu'on peut combiner avec plein d'outils à l'arrière en fait. C'est l'idée, c'est d'offrir une polyvalence une fois de plus pour combiner, faire du désherbinage, faire de la fertilisation localisée au moment du semis par exemple. Alors pourquoi avoir présenté ce produit spécifiquement au Salon des ETA ? Alors c'est une nouveauté et c'est, compte tenu du peu de salons qui existent à l'heure actuelle, c'était quand même pour nous la première opportunité de le présenter, déjà une chose. Et 2, on pense que c'est un matériel qui va intéresser les entrepreneurs. On a ici dédié un petit peu notre stand autour de notre nouveau semoir monograine Presea. Et donc on a voulu montrer qu'on offrait une certaine polyvalence et capacité de combinaison avec donc aussi bien cette cuve frontale pour du liquide qu'une cuve frontale pour des produits solides, de la fertilisation solide. Donc ça matche bien le scénario ou la présentation sur notre stand. Et dernière question, disponibilité de ce produit ? Alors c'est une machine qu'on va avoir encore en nombre limité l'année à venir, donc sur 2022, mais les premières machines sont disponibles en livraison tout au printemps là. Merci Emmanuel. Avec un rétroviseur, on vérifie pas mal de choses. Mais la télémétrie, notamment chez Massey Ferguson, permet d'avoir une surveillance très approfondie des machines. Savez-vous combien vous consommez ? Un tracteur capte aujourd'hui une multitude de données. Chez Massey Ferguson, la télémétrie existe depuis une quinzaine d'années. Explication avec Quentin Catherine. La télémétrie chez Massey Ferguson s'appelle MF Connect. Concrètement, comment on la rentabilise ? Alors en fait, ça va permettre d'offrir à l'utilisateur un meilleur suivi de sa flotte de machines. On va être capable d'accéder à l'ensemble des paramètres moteurs par exemple, mais également en termes de gestion des flux par rapport à la partie carburant et également la partie AdBlue. On va être capable de mieux anticiper le réapprovisionnement en carburant. Aussi, ça va permettre de géolocaliser le tracteur afin de justement, là encore, mieux gérer sa flotte de machines et d'anticiper les chantiers qui sont à venir dans le futur. Et en cas de panne ? Alors en cas de panne, le concessionnaire va avoir accès à cette remontée d'informations dans le but d'anticiper, de faire quelque part de la maintenance prédictive. Avant même que le tracteur tombe en panne, on va avoir une remontée d'informations au niveau du concessionnaire qui va permettre d'anticiper et éventuellement déjà d'envoyer le technicien avec la bonne pièce afin de ne pas avoir de temps d'arrêt sur la machine. Quelles sont les machines équipées aujourd'hui ? Alors l'ensemble des tracteurs série S peuvent être équipés de cette technologie et de base l'ensemble des machines 6 cylindres, donc à savoir 7S, 8S et 8700S, mais également la moissonneuse-batteuse idéale en sont équipés de base avec un abonnement de 5 ans compris. Alors il y a beaucoup d'options, beaucoup de fonctionnalités maintenant sur les engins agricoles. Est-ce que les entrepreneurs ont adopté ce système ? Oui, sur l'ensemble des machines qui en sont équipées de base, on a un taux de souscription de 80% pour Massey Ferguson. Comment a évolué la captation de ces données, la télémétrie au fil des années ? Comment elle a progressé ? Alors on n'est pas nouveau sur cette technologie, on avait auparavant AccoCommand, mais désormais donc MF Connect comme tu le disais. Donc désormais les machines sont de plus en plus technologiques et on a un maximum de remontées d'informations qui vont justement permettre d'aller vers de la maintenance prédictive dans le but de vraiment ne plus avoir de temps d'arrêt. Que le concessionnaire anticipe tout ce qui va arriver sur la vie du tracteur dans le fonctionnement de la machine. Merci Quentin, donc on a découvert un nouvel outil au service de la rentabilité des entrepreneurs. J'aime beaucoup cette maquette du séchoir de Jono. Alors, les jouets de notre petit Ludo sont légèrement plus gros. En ce moment, il est en train de rêver devant la nouvelle faucheuse de chez Tenco.
Je suis avec Michael Reynaud, vous travaillez pour Tanco. Donc nous sommes devant une nouvelle faucheuse, donc c'est nouveau dans l'offre Tanco. Oui, Tanco a souhaité agrandir la gamme de machines. Donc Tanco a développé cette faucheuse depuis 5 ans. Il travaille dessus et depuis 2 ans, il y a une dizaine de machines qui tournent sur l'Irlande, vendues aux agriculteurs. Et ils ont également fait une centaine de démonstrations sur l'Irlande et l'Angleterre. Donc quelles sont les particularités de cette faucheuse en fait? Comme vous pouvez voir ici, on est sur une faucheuse traînée. Donc le poids est réparti sur le tracteur et l'essieu. Et également, les faucheuses sont repliées à l'horizontale, ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité. Et cela nous permet d'avoir un tracteur moins puissant. On n'a pas tout le poids sur le tracteur. Donc il nous faut à peu près pour la faucheuse de 10 mètres 220-240 chevaux pour entraîner l'ensemble. Donc Michael, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne cet essieu directeur? Donc l'essieu directeur, on a la prise de mouvement à l'avant en fait, où on vient prendre l'angle entre le tracteur et la faucheuse. Et ensuite donc c'est répercuté sur les roues, derrière sur l'essieu, et on a 2 vitesses de fonctionnement. Une vitesse à réaction très rapide quand les faucheuses sont posées au travail pour bien suivre les courbes et pas faire de manque. Et une vitesse plus lente quand on est en bout de champ pour faire les manœuvres. On peut également forcer cet essieu à aller sur la droite ou sur la gauche pour pouvoir faire les manœuvres en bout de champ ou entrer dans un champ. Michael, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos du lamier? Donc le lamier, Tanco a dessiné le lamier avec Comer. Donc Comer fournit le lamier. Donc c'est un lamier sur lequel les assiettes sont entraînées indépendamment. Le mouvement est pas, la puissance n'est pas transmise par chaque assiette. Chaque assiette a une pièce de rupture. Donc si on rencontre un obstacle et qu'on tape dedans, la pièce va casser et on pourra la changer par le haut de l'assiette. Donc c'est un changement de pièce très rapide, ainsi que les couteaux sont à démontage rapide. On a également sur le reste de la faucheuse les cardans et les boîtiers qui sont du Comer, donc en version renforcée. Et je vois qu'il y a un conditionneur également? Oui, donc les faucheuses sont toutes avec conditionneur, donc c'est un conditionneur à doigt avec des butées en Hardox pour augmenter l'entretien, la durée de vie. Et donc Michael, il y a aussi des particularités concernant la faucheuse frontale. Oui, donc la faucheuse frontale, hormis reprendre donc le lamier et le conditionneur de l'arrière, le même principe, on a la suspension de la faucheuse et l'inclinaison de la faucheuse qui se fait sur un rail. Et en fait, on a le point de pivot de ce rail qui est juste sous l'assiette. Donc on a un très très bon suivi du sol et on peut régler la hauteur de travail avec le patin situé à l'arrière. D'accord, donc on a le lamier, il ne pique jamais ou ne se relève jamais. Non, le lamier ne pique pas vers le sol, ne se relève pas, il suit vraiment le terrain précisément, il est bien parallèle au sol. Merci Michael. Alors vous ne savez pas ce que j'ai dans mon verre, mais avec le capteur NIR, vous saurez tout sur votre fourrage. Ludo nous explique tout ça. Je suis en compagnie de Maxime Legros, responsable produit récolte chez John Deere. Maxime, bonjour. Bonjour Ludovic. Donc nous sommes devant le Harvest Lab. Le Harvest Lab, qu'est-ce que c'est? Alors exactement, le capteur Harvest Lab. Alors le capteur Harvest Lab, c'est un capteur NIR Sensor qu'on va utiliser aujourd'hui, par exemple pour analyser le fourrage sur une ensileuse, mais également pour pouvoir analyser tout ce qui va être NPK quand on va l'utiliser sur une tonne alizée par exemple. Et puis c'est un capteur aussi qu'on va retrouver à partir de l'année prochaine sur les moissonneuses batteuses pour venir mesurer notamment la protéine du grain. D'accord, donc c'est quelque chose de très polyvalent qu'on peut rentabiliser sur plusieurs matériels. Alors exactement, c'est un capteur qui existe depuis 2009. À la base, ce capteur-là, on l'a développé, John Deere l'a développé pour l'utiliser essentiellement sur l'ensileuse. C'est un capteur qui permettait à la base de venir mesurer en permanence le taux de matière sèche du fourrage. Et donc derrière, le gros avantage, c'est qu'avec ces données-là, on va être capable d'utiliser ces données pour venir moduler la longueur de coupe du fourrage. C'est-à-dire qu'un maïs sec, on va chercher à le couper plus court, pour la conservation et pour le tassement du silo. Et un maïs beaucoup plus vert, on va chercher à couper beaucoup plus long. Et grâce justement à l'analyse de ce taux de matière sèche, eh bien, on était capable avec le système Autolog d'adapter automatiquement justement cette longueur de coupe. Ce capteur, on l'a fait évoluer à partir de 2012.
On lui a donné notamment l'opportunité de venir mesurer tous les constituants de la récolte, également sur l'ensileuse. Donc depuis 2012, on est capable de mesurer tous les constituants de la récolte, aussi bien à l'herbe qu'au maïs. Alors les constituants sont lesquels? Ce sont l'ADF, donc les fibres ADF, NDF, les protéines, les cendres, l'amidon, bref, je dirais voilà, c'est tous les constituants qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la récolte. Et donc du coup, on peut aussi l'utiliser sur l'ensilage d'herbe? Alors on peut également l'utiliser sur un CHR, tout à fait. Donc on va également mesurer les mêmes constituants, à savoir les protéines. L'amidon, bien entendu, ne sera pas mesuré, mais on mesurera les sucres, les cendres, les protéines, l'ADF, les NDF, également comme sur le maïs. Tout à fait. Ce capteur peut également être utilisé, là vous le voyez ici devant vous, on peut utiliser une table tournante. D'accord? Donc table tournante, c'est-à-dire que le capteur, en l'occurrence, on va pouvoir le démonter de l'ensileuse, le mettre sur une table sur laquelle on va monter une table tournante derrière pour, par exemple, venir mesurer également la récolte en poste fixe. Quel va être l'intérêt, par exemple, de mesurer la récolte en poste fixe avant une période d'ensilage? Par exemple, ça va être de prédire les dates d'ensilage pour être sûr d'ensiler au bon moment opportun, avec la bonne matière sèche. Donc l'éleveur ramènera tout simplement du maïs qu'on va broyer au préalable, qu'on va passer, donc on va mettre dans ce bol, d'accord? La table étant installée donc sur le capteur, hop, reliée à un ordinateur derrière, on lance l'analyse et on est capable donc également d'avoir les données de matière sèche mais également de constituants. Donc c'est un capteur qui est polyvalent, qu'on peut mettre sur plusieurs machines, mais comment un entrepreneur va pouvoir le rentabiliser? Quel service il va apporter en plus à ses clients? Alors je dirais le valoriser aujourd'hui, c'est justement le problème que les entrepreneurs peuvent rencontrer. Et justement, la volonté de John Deere, c'était de diversifier les fonctionnalités de ce capteur-là. Et depuis peu, d'ailleurs, on propose ce capteur-là, on peut le monter sur une tonne alizée. Là, justement, l'intérêt, il est tout autre, puisqu'on va venir mesurer en permanence tout ce qui va être NPK, hein, donc l'azote, le phosphore et la potasse. Et finalement, on va être capable d'analyser le digestat, le lisier, etc. Et derrière, de faire de la modulation de dosage au champ, etc. Apporter la bonne dose d'azote au bon endroit. Et là, il y a vraiment un intérêt économique pour le client final. C'est vrai que dans le contexte actuel, avec l'engrais qui est très cher, bien répartir son azote, c'est important. Exactement, exactement. Et là, c'est vrai que l'intérêt, ça va vraiment être utiliser des lisiers, des digestats, comme finalement source primaire d'apport d'azote, quoi, hein. C'est vraiment, voilà, c'est pas un déchet en l'occurrence, là on pourra vraiment le valoriser comme un outil de production. Je vais maintenant donner la parole à Julien Savouré, entrepreneur et également notre grand témoin du jour. Alors, Julien, tu as repris l'entreprise familiale. Comment elle a évolué et comment elle va évoluer les prochaines années? Alors nous, on a repris l'entreprise familiale avec ma sœur en 2009. On y avait à l'époque il y avait 6 salariés sur une base et 4 salariés sur une autre. Aujourd'hui, on est 15 salariés. On évolue tous les ans, presque 10% de chiffre d'affaires, à peu près tous les ans, on augmente en prestations travaux agricoles et en prestations de travaux publics. Cette documentation, elle est due à quoi? Au manque de main-d'œuvre des agriculteurs, à une demande de plus en plus forte? Oui, clairement, les fermes s'agrandissent, les agriculteurs n'ont plus le temps de faire leurs travaux des champs. Donc on voit bien que oui, on fait de plus en plus de prestations chez les clients. Même les fermes qui sont de plus en plus grosses nous délèguent les travaux de plus en plus. Quels sont les travaux agricoles qui progressent le plus? Alors je dirais que la gamme, nous on fait vraiment tout du semis à la récolte. J'ai envie de dire que c'est toute la gamme qui évolue à peu près, c'est proportionnel. On fait plus de... on va parler les semis, travaux des champs, travail du sol. Pulvérisation, l'engrais aussi, on n'en faisait pas beaucoup avant, maintenant on en fait de plus en plus. Les battages, ensilage, toute la gamme évolue. Peut-être l'ensilage de maïs, nous, qui chute un petit peu du fait des méthanisations. Mais sinon, non, c'est assez vaste, c'est proportionnel. Alors justement, on va regarder maintenant un reportage chez un entrepreneur qui pratique la prestation de A à Z.
La prestation de A à Z, ça répond à une demande qui date depuis pratiquement la création de l'entreprise. Ça a commencé par une seule exploitation. C'était une femme qui s'est retrouvée seule sur son exploitation. En 2017, je me suis associé avec Pascal et on avait 1000 hectares en travail à façon. Aujourd'hui, on a développé Agrotech Environnement. On exploite 2700 hectares. Ça représente 22 exploitations individuelles. La prestation de A à Z, ça représente 99% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il n'y a pas de client type. Nous avons des clients viticulteurs qui ont choisi de déléguer la partie production céréales, la partie grande culture, et se consacrer, eux, sur leur vignoble. On est aussi des producteurs de foie gras, des éleveurs de canards, qui ont besoin de leur propre production pour assurer l'alimentation des animaux. Je pense qu'un jour, mon fils reprendra derrière moi. Il n'est pas du tout agronome. Ce n'est pas une partie qui récupérera. Voilà. Les prestataires qu'on a trouvés sont techniquement avancés, donc à partir de là, on peut déléguer facilement. Troisième raison, j'avais du matériel qui vieillissait, qui n'était pas assez au goût du jour. Et la prestation a permis d'avoir du matériel récent, a permis de bénéficier de la technologie, ce qui est très très intéressant, et ce que j'aurais pas pu me payer tout seul. On a une activité qui est très vaste, on avait besoin de se refinancer, et j'avais besoin de me désendetter à des endroits pour plutôt m'endetter à d'autres. Et donc vendre mon matériel, et c'est une solution aussi. Voilà. C'est plusieurs facteurs qui ont fait qu'on a pris la décision. Voilà. On achète bien sûr les engrais, tout ce qui est produits phytosanitaires, semences. Ça comprend les prestations de tout ce qui est travail du sol, du semis à la récolte. Ça comprend la commercialisation des céréales et des produits, du stockage, le transport. Donc on peut proposer un panel très général. Il y a aussi tous les dossiers administratifs que l'on gère. Ça passe par le dossier PAC de l'agriculteur, des assurances récoltes. Agrotech Environnement, en fait, a la fonction d'acheter pour la globalité des structures, des 22 exploitations. Et ensuite, on fait le travail et on répartit par exploitation les produits phytosanitaires qui sont facturés directement par un négociant. C'est des forfaits. On ne facture pas au passage. On a plusieurs sortes de clients, plusieurs sortes de contrats. On a des contrats annuels. Il y a aussi des contrats qui sont sur plus longue durée pour rassurer notre entreprise, mais aussi rassurer nos clients qui ont choisi de se séparer de tout leur matériel. Et après, forcément, c'est très difficile de faire marche arrière. Sur des contrats à 5 ans, où on indexe les frais de carburant ou à la hausse ou à la baisse, principalement. La facturation par contrat, ça représente une assurance de rentabilité. Alors on vient de voir un reportage sur l'expérience de l'entreprise Agrotech Environnement. Julien, qu'est-ce que tu en retiens ? Alors là, on a vu une entreprise qui faisait, pour ainsi dire, 100% de terre à façon. Nous, on n'est pas dans cette démarche-là, on n'a pas forcément la demande. Nous, on fait vraiment de la prestation de service. Alors, on peut faire chez des gens tout de A à Z, mais c'est pas ce que moi j'appelle de la terre à façon. On ne gère pas chez eux, on ne prend pas de décision, on ne gère pas les intrants, ils font leurs achats. Nous, on est vraiment là pour faire de la prestation de service, comme on l'entend au niveau d'une terre. La terre à façon, aujourd'hui, nous, on n'a pas de demande sur notre secteur. Est-ce que la dimension conseil, elle est néanmoins de plus en plus importante dans ton quotidien ? Oui, bien sûr. D'une part, déjà, vu de nos investissements, on ne peut pas avoir une gamme de matériel qui représente 100%, notamment dans le travail du sol. Donc on se doit de justifier nos choix et de leur dire pourquoi est-ce qu'on a ce matériel-là et leur expliquer, nous, quels sont les avantages que nous, on y a vu lors de l'achat. Donc oui, on a forcément un rôle de conseil, bien sûr. Et au niveau technologie, est-ce qu'il y a des nouvelles attentes de tes clients ? On n'a pas de demande en tant que telle. Nous, par exemple, au niveau de la cartographie, on n'a pas forcément la demande aujourd'hui. Moi, la nouvelle technologie, je la vois plus comme un avantage pour nos chauffeurs salariés en termes de confort de travail. Tu es dans le salon depuis hier. Est-ce qu'il y a des innovations, des stands que tu nous conseilles d'aller voir ? Il faut tout aller voir, il faut tout connaître. C'est pour ça qu'on est là. Nous, on prend 2 jours, on essaie de prendre le temps de discuter un petit peu avec tout le monde.
nous, l'intérêt qu'on voit au niveau du salon des ETA, c'est que c'est un salon qui est vraiment... le matériel est ciblé entrepreneurs de travaux. On n'a pas de tracteurs de toute petite puissance, on n'a pas de matériel d'élevage, ce qui nous concerne moins lors de nos achats. Là, c'est vraiment ciblé sur la partie à nous, donc on peut efficacement aller voir toutes les marques et vraiment, on n'a pas de matériel entre guillemets qui nous concerne pas. Et c'est l'occasion de rencontrer les bons interlocuteurs et d'avoir le temps de parler avec eux au niveau des marques? Ouais, exactement. On a nos interlocuteurs locaux, vu qu'on n'est pas très loin de... Nous, on a 2 heures de route environ ici. On a nos interlocuteurs locaux et également aussi, par exemple, là, on est sur le stand Gender. Ça permet de discuter avec les gens au niveau de Gender France qui nous apportent aussi des éléments ou des nouveautés qu'on ne connaissait pas. Eh bien, merci beaucoup, Julien. On se rapproche maintenant de la fin de ce salon des ETA. C'est le moment de regarder le best-of. Le salon des ETA 2021 ferme ses portes. On vient de voir à l'instant un best-of en images. Frédéric, quel est le point positif que tu retiens ? Alors on avait d'abord un enjeu important, c'était le changement de site et on voulait savoir si les exposants allaient apprécier ce site ou pas. Bon, les avis sont unanimes sur le sujet. Idem pour les visiteurs que j'ai pu croiser, qui ont trouvé le site pratique avec des parkings tout proches, la gare TGV juste à côté, la sortie d'autoroute. Donc c'est l'image positive que je garderai de cette édition. Alors du coup on se donne rendez-vous dans 2 ans. Il y a peut-être des choses à améliorer encore ? Oui, il y aura, j'espère d'abord, plus cette pandémie Covid, parce que ça nous a quand même, je pense, beaucoup impacté. Les annonces qui ont été faites il y a presque 10 jours maintenant, ont pesé, puisqu'on a dû annuler beaucoup de réceptions. Les gens ont annulé des bus, des voitures qu'ils organisaient avec leurs visiteurs. Donc je pense que ça, on l'améliorera, mais voilà, il y a des choses qu'on maîtrise et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Celle-là, on l'a pas maîtrisée, on ne pouvait pas la maîtriser. Et donc voilà, donc on a beaucoup de choses à améliorer encore pour la prochaine fois et j'espère qu'on aura beaucoup plus de public qu'on a eu cette année. Bon, on a conservé la qualité qu'on avait sur ce salon parce qu'il est surtout fait pour un public très ciblé et qualitatif, donc ça on l'a gardé, mais voilà, on espérait bien sûr faire mieux. Voilà, bon, la pandémie est là, voilà, espérons que dans 2 ans on en sera sorti. Voilà. Les dates de la prochaine édition sont déjà connues ?
Alors ça sera mi-décembre, on va attendre les dates de tous nos confrères puisqu'on est dans un cycle à cette époque-là avec un salon en Allemagne, Agritechnica, puis Cité-Vie, puis Agribex, puis nous. Donc je pense qu'on va déjà se caler avec nos confrères, on les annoncera très prochainement puisque je vais les contacter dès la semaine prochaine. Voilà. Eh bien merci beaucoup Frédéric. En attendant la prochaine édition, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, toutes nos vidéos en replay. À bientôt.